Nous passons maintenant à la régulation de cette sécrétion gastrique. Alors la sécrétion gastrique est soumise à un contrôle avant, pendant et après la prise alimentaire par des mécanismes neuro-hormonaux. On distingue 3 phases de contrôle de la sécrétion gastrique. Une phase céphalique, une phase gastrique et une phase intestinale. C'est-à-dire que avant que les aliments ne rentrent dans l'estomac, au moment où les aliments se trouvent dans l'estomac et après la sortie des aliments de l'estomac. Donc, toutes ces étapes permettent de contrôler la sécrétion des différents constituants du suc gastrique. Et on commence tout d'abord par la phase céphalique. La phase céphalique, qu'on appelle également phase nerveuse de la sécrétion, est initiée par des réflexes conditionnés ou inconditionnels. En effet, les stimuli essentiels sont, par exemple, le goût, l'odeur des aliments, la vue ou la simple imagination d'un repas appétissant. Ces différents stimuli font venir non seulement l'eau à la bouche, comme on dit, mais entraînent aussi une sécrétion gastrique par un réflexe conditionné. Quand la nourriture se trouve dans la bouche, elle provoque également des réflexes de sécrétion par excitation des récepteurs gustatifs et olfactifs. L'activité efférente dont l'origine se situe dans le diencéphale, le cortex limbique et l'hypothalamus arrivent à l'estomac via le nerf vague. Cette phase peut être démontrée par la simple expérience de Pavlov. Dans cette expérience, Pavlov a effectué cette expérience chez un chien. Il a pris le chien et il a réalisé 2 fistules. Une fistule au niveau de l'œsophage et une fistule au niveau de l'estomac. La fistule au niveau de l'œsophage permet de faire ressortir les aliments ingérés sans qu'ils puissent arriver au niveau de l'estomac. Et la fistule de l'estomac permet de l'écoulement de la sécrétion gastrique. Alors, durant la phase de la prise alimentaire, malgré que la nourriture déglutie ressort vers l'extérieur par la fistule œsophagienne, on peut alors recueillir par la fistule stomacale une quantité importante de suc gastrique. C'est ce qu'on appelle la phase de sécrétion réflexe inconditionnelle. Par la suite, Pavlov a essayé d'obtenir une sécrétion, mais selon un réflexe conditionné. Pour cela, il a présenté une cloche à l'animal avant chaque repas. Donc, il va conditionner l'animal. Dans un premier temps, il va donner une cloche jusqu'à ce que l'animal ne réagisse plus à cette cloche dans un premier temps. Ensuite, il va associer la cloche au repas. C'est-à-dire que au départ, il va sonner la cloche et une seconde plus tard, il va donner le repas à l'animal. Et il va répéter cette association plusieurs fois, pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que la cloche seule devienne suffisante à produire une sécrétion gastrique. Et donc,
Pavlov conclut que, à ce moment-là, lorsque la cloche devient suffisante pour causer une augmentation de la sécrétion gastrique et salivaire, il conclut que cette sécrétion est liée à la phase céphalique réflexe conditionnée. Donc la sécrétion était conditionnée par l'apprentissage de la cloche et donc l'association entre la cloche et l'alimentation. Mais si on répète cette fois-ci le son plusieurs fois sans l'associer à l'alimentation, on finit par obtenir ce qu'on appelle l'extinction de ce réflexe conditionné et donc l'animal ne diminuera sa sécrétion puisqu'il ne fera plus l'association entre la cloche et l'alimentation. Alors les mécanismes de cette phase céphalique sont d'abord, bien sûr, des mécanismes nerveux et ensuite neuro-hormonaux, comme on va le remarquer sur ce schéma. En effet, l'excitation du nerf vague cause la libération de l'acétylcholine, comme vous le savez déjà, et qui va stimuler directement les cellules principales pour la libération des pulsinogènes et les cellules pariétales pour la libération de l'HCl, donc augmentation de la production des sécrétions. L'augmentation de la production de quoi? Des pepsines, de l'eau et de l'HCl. Mais la stimulation vagale va également entraîner la libération de l'histamine et également la libération de la gastrine. Et ces deux hormones vont renforcer l'action et la sécrétion gastrique. Alors, la deuxième phase, c'est la phase gastrique, c'est-à-dire cette fois-ci, lorsque les aliments atteignent l'estomac. Alors, lorsque les aliments arrivent au niveau de l'estomac, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont provoquer la distension de la paroi du fundus et par conséquent, stimulation des mécanorécepteurs. Mais il y a aussi stimulation des chémorécepteurs, c'est-à-dire qui sont liés à la nature chimique des aliments qu'on mange. Ceci va entraîner la naissance d'un influx sensitif. Et cet influx sensitif va générer deux types de réflexes. Le premier réflexe, c'est un réflexe court, intramural. Pourquoi il est court? Parce que, comme je viens de le dire, intramural, c'est-à-dire qu'il ne va pas quitter la paroi. L'influx nerveux va stimuler les récepteurs, mécanorécepteurs et chémorécepteurs, qui va générer donc des messages vers les cellules intramurales des plexus et qui vont, eux, agir sur les cellules pariétales, sur les cellules à histamine, sur les cellules à gastrine, etc. pour augmenter la production gastrique. Le deuxième réflexe, c'est un réflexe cette fois-ci lent. Pourquoi lent? Parce qu'il est né au niveau des récepteurs, il va sortir de la paroi vers les centres nerveux et va revenir par la voie efférente
vers la paroi. Donc c'est un réflexe long, vagal. Donc il va partir vers les centres via les afférences vagales et va revenir vers la paroi via les efférences vagales. Donc c'est un réflexe long, vagal, qui prend naissance au niveau des terminaisons afférentes vagales pour agir ensuite sur les cellules pariétales ou cellules principales, cellules à histamine, cellules à gastrine, etc., via la voie efférente post-ganglionnaire. On passe maintenant à la phase intestinale. Durant cette phase, la sécrétion gastrique connaît une augmentation initiale suivie d'une diminution. L'arrivée des premiers jets de chyme au niveau du duodénum l'arrivée des premiers jets de chyme non totalement acidifiés dans le duodénum va induire vraisemblablement une libération de la gastrine qui va renforcer la sécrétion gastrique et celle de l'HCl. Par contre, le passage tardif du chyme acide dans le duodénum va permettre la sécrétion d'autres hormones et notamment la sécrétine qui est antagoniste de la gastrine et qui va au contraire diminuer la libération de l'acide, des pepsines et du mucus. Sur ce schéma, on peut remarquer la sécrétion totale du suc gastrique et la part ou la contribution de chaque phase de sécrétion dans la sécrétion journalière. Vous voyez que la sécrétion céphalique, elle commence bien avant, mais elle est de courte durée, puis la sécrétion gastrique qui est la plus importante, bien entendu, puisque c'est là où nous avons la stimulation liée à la nature et au volume des aliments qui atteignent l'estomac. Et juste après, donc, débute la phase intestinale qui chevauche avec la phase gastrique, puisque nous avons vu que la vidange va se faire de façon intermittente, et donc chaque portion du contenu gastrique qui va passer dans le duodénum va permettre de réguler à chaque fois la sécrétion. Alors, en tenant compte de ces sécrétions, des transformations chimiques et de l'action mécanique de l'estomac, il apparaît que la phase de digestion au niveau gastrique ne constitue qu'une étape préparatoire à la digestion intestinale. De ce fait, l'estomac apparaît comme un organe nécessaire, mais non indispensable à la survie. En effet, par exemple, un animal gastrectomisé, c'est-à-dire chez qui on a supprimé complètement l'estomac, expérimentalement, ou chez un homme dépourvu chirurgicalement de son estomac suite à une pathologie, ces êtres peuvent rester en vie et même en bonne santé, mais pour éviter les troubles digestifs, il faut, bien entendu, et il est indispensable de se nourrir avec des aliments finement broyés et légers, d'où le rôle mécanique de l'estomac.